Ce n'est même plus une surprise tant les trophées s'accumulent pour Lionel Messi. La star du PSG vient de remporter son 7e ballon d'or. Il devance Robert Lewandowski du Bayern Munich et Jorginho, le milieu de terrain de Chelsea. Nous parlerons également de ce nouveau variant du Covid-19, Omicron, et des inquiétudes qu'il suscite à travers le monde. Plusieurs pays ont décidé de refermer leurs frontières. C'est le cas du Japon ou encore d'Israël. Et puis ce premier jour du procès de Ghislaine Maxwell à New York, cette femme accusée notamment de trafic sexuel, elle est présentée comme la complice du milliardaire Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. Un 7e sacre pour celui qui joue depuis l'été dernier sous le maillot parisien. Ça devient presque une habitude. Le Ballon d'Or revient cette année à Lionel Messi. Un trophée qui lui a été remis en raison notamment de la victoire de l'Argentine à la Copa América, l'équivalent de l'Euro en Amérique du Sud. Notre journaliste sportif Benoît Perrochet nous en dit plus. Il est arrivé en famille accompagné de son épouse et de ses 3 fils. Lionel Messi repart de cette cérémonie du Ballon d'Or 2021 avec un 7e Ballon d'Or sous le bras. L'Argentin, plus que jamais dans la légende du football mondial, à 34 ans. Il devance ce soir Robert Lewandowski et Jorginho. Alors s'il n'y avait pas de favori naturel cette année, Messi se détachait un petit peu du lot, notamment grâce à ce titre qu'il a remporté cet été, la Copa América avec l'Argentine, le seul titre qui manquait encore à son immense palmarès. Une annonce accueillie par une vraie clameur ici aux abords du théâtre du Châtelet par les quelques centaines de supporters qui s'étaient donné rendez-vous. Après avoir quitté le Barça cet été, son club de cœur, l'Argentin sera donc le premier Ballon d'Or à porter les couleurs du Paris Saint-Germain. On verra quelle célébration organisera le club de la capitale. Un top 10 inédit dans cette édition 2021. On retrouve 3 Français. Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, échoue au pied du podium, 4e. N'Golo Kanté, 5e. Et puis Kylian Mbappé, lui, termine à la 9e place. L'attaquant parisien présent dans le top 10 ces 3 dernières éditions. Seuls Messi et Ronaldo, 6e ce soir, en ont fait autant. Alors Messi a été sacré chez les hommes. Alexia Putellas succède, elle, à l'américaine Megan Rapinoe chez les femmes. L'internationale espagnole de 27 ans qui a tout remporté avec le Barça cette année, la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Ça n'a pas été la seule récompense décrochée par le Barça ce soir, puisque Pedri a reçu le prix Copa qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans, le joyau du club catalan autour duquel le Barça veut se reconstruire. Le nouveau variant du Covid-19, Omicron, est-il plus dangereux ? Difficile encore d'en tirer des conclusions pour les scientifiques, mais depuis son apparition, les dirigeants mondiaux ne manquent pas de réagir. Certains, comme Joe Biden, se montrent rassurants, d'autres font part de leurs inquiétudes. Tour d'horizon des réactions internationales avec Éléonore Vanel. Le président des États-Unis rassurant, au moment où plusieurs pays ont déjà refermé leurs frontières. Pour Joe Biden, il n'y a aucune raison de paniquer face à la propagation du nouveau variant. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. And we'll fight this variant with scientific and knowledgeable actions and speed, not chaos and confusion. Pour le moment, Washington n'envisage pas de restrictions supplémentaires. Les États-Unis ont déjà fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Dans le même temps, Omicron est détecté dans de plus en plus de pays, notamment en Europe, où les dirigeants se montrent bien plus alarmistes. À Londres ce lundi, le G7 a réuni en urgence ses ministres de la Santé. Ils appellent à une action urgente face à ce variant hautement transmissible. Scientists are working at speed, at home and abroad, to determine whether this variant is more dangerous. And I can assure the House that if it emerges that this variant is no more dangerous than the Delta variant, then we won't keep measures in place for a day longer than necessary. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé souligne la probabilité élevée qu'Omicron se répande au niveau mondial. Mais l'OMS reconnaît aussi l'existence de nombreux inconnus, à commencer par le niveau de protection conféré par les vaccins et la gravité des symptômes. Pour le moment, aucun décès associé à ce variant n'a été signalé.
Et depuis la découverte de ce variant, il y a quelques jours, plusieurs pays ont décidé de refermer leurs frontières. C'est le cas du Japon, du Maroc, d'Israël et de l'Australie. Canberra devait au départ rouvrir ses frontières le 1er décembre, un report nécessaire et temporaire d'après le Premier ministre Scott Morrison. Rabat, de son côté, a décidé de suspendre tous les vols directs de passagers vers le Maroc pour une durée minimum de 2 semaines. Je vous le disais, ce variant inquiète. Qu'en sait-on vraiment jusqu'ici? Quelles sont ses particularités? Élément de réponse avec Olivier Fessol et Florent Rodeau. Il n'est connu que depuis 4 jours à peine, mais il terrifie déjà le monde entier. Le nouveau variant du Covid-19, Omicron, représente un risque très élevé selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais son directeur a tenu à rappeler que les études scientifiques sur le sujet ne sont qu'à leur début. Nous ne savons pas encore si le variant Omicron se transmet plus ou s'il cause des formes plus graves de la maladie, ni s'il y a un risque qu'il résiste au vaccin. Les scientifiques de l'OMS et du monde entier travaillent urgemment pour répondre à ces questions. Malgré les recommandations de l'OMS, l'Afrique du Sud où a été découvert le nouveau variant est désormais coupée du reste du monde. La nation arc-en-ciel se dit punie pour l'avoir détecté en premier. L'interdiction de voyager n'est pas fondée sur des données scientifiques et ne sera pas efficace pour empêcher la propagation de ce variant. L'émergence du variant Omicron devrait être un signal d'alarme pour le monde entier. L'inégalité face au vaccin ne peut plus durer. Tant que tout le monde ne sera pas vacciné, tout le monde continuera d'être à risque. Seuls 23,8% des Sud-Africains sont complètement vaccinés, beaucoup plus que dans le reste de l'Afrique, mais bien moins que la moyenne mondiale. Le variant, qui représente près des 3/4 des cas détectés dans le pays, a déjà traversé les frontières. Quasiment tous les continents sont touchés. Selon l'OMS, il présente de multiples mutations et un risque accru de réinfection par rapport au variant Delta. Mais alors est-il plus dangereux? Il est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, aucun décès ne lui a été attribué. Résiste-t-il au vaccin? Impossible de le savoir pour l'instant. Les laboratoires Pfizer et Moderna ont d'ores et déjà annoncé travailler sur un vaccin modifié, une dose de rappel spécifique au variant Omicron. Le couvre-feu prolongé jusqu'à jeudi en Guadeloupe alors qu'un mouvement social paralyse l'archipel depuis 2 semaines. Le ministre des Outre-mer s'y trouve en visite depuis ce lundi matin. Il a annoncé l'envoi de 70 gendarmes et 10 membres du GIGN supplémentaires pour faire face à la violence en Guadeloupe. Les détails avec Diane Schlinger pour France 2. Un peu partout sur l'île et même sur les routes de campagne, des barrages sont reconstruits ce matin. Dès qu'il y a un soignant, on retire les pneus, après ça on remet, pas de passage. Parce que le ministre a décidé d'être radical, nous aussi nous devons être radicaux aussi. Ces manifestants n'ont qu'un objectif, prouver leur détermination, leur capacité à bloquer la Guadeloupe pour peser sur les négociations en cours. Ça nous a mis en colère, mais bon, on ne va pas démordre, c'est-à-dire on ne va pas se laisser aller, on ne va pas se laisser abattre, on est sous le piquet de grève. Car au même moment, le bras de fer est engagé devant la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Nous pas assiser et nous gagnons 10 messieurs ça. Attendez comment. Avec près d'1 heure de retard, 4 représentants syndicaux finissent par rentrer dans le bâtiment. Ce qu'ils crient, allez leur dire qu'on en a marre de parler. L'entrevue dure 10 minutes à peine, le temps d'un dialogue de sourds. On a déposé à nouveau notre plateforme de revendication avec les points prioritaires qui sont effectivement l'arrêt des suspensions des salariés. Si réellement, il y a une intention de négocier, nous sommes là et nous attendons. À l'intérieur, Sébastien Lecornu surveille la situation d'une fenêtre. Devant notre caméra, il se montre inflexible. Des gens qui veulent pas condamner des violences, des tentatives d'assassinat contre des policiers et des gendarmes et qui estiment que c'est l'État qui est à la source de ces violences, par définition, ça n'aide pas à avoir une conversation qui soit claire. Cela fait maintenant plus de 4 heures que la situation est dans l'impasse ici. Chacun campe sur ses positions et refuse la moindre concession. La suite du programme de Sébastien Lecornu aux Petites Antilles est pour l'instant très incertaine. 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid, c'est ce que la Chine a promis aujourd'hui au continent africain dans le cadre du forum de coopération sino-africaine à Dakar. Que faut-il retenir de ce sommet? On voit ça avec Cécile Galuccio.
Le Forum sur la coopération sino-africaine, c'est le 8e rendez-vous entre l'Empire du Milieu et le continent africain. Mais cette année, pour la première fois, le président chinois n'a pas fait le déplacement. Ce sont ses ministres qui sont à la manœuvre. Officiellement, Xi Jinping préfère rester chez lui en période de pandémie. Officieusement, cela traduit le ralentissement d'une dynamique entre les deux partenaires. Il y a plus de 20 ans, la Chine se positionne en Afrique jusqu'à devenir aujourd'hui son premier partenaire économique. Mais pas n'importe où, là où Pékin en retire des intérêts. Par exemple, au Nigeria, grand producteur de pétrole, au Kenya pour des projets d'infrastructure, ou encore en Zambie pour son cuivre. Les échanges commerciaux sont passés de moins de 10 milliards de dollars à 200 milliards, avec un record en 2013, grâce à son vaste plan terrestre et maritime, les nouvelles routes de la soie. Ponts, ports, autoroutes, barrages, aujourd'hui un chantier sur 3 est chinois sur le continent. Une présence qui a un prix, la redevabilité et la dépendance financière. La Chine est le principal bailleur de l'Afrique. En 20 ans, Pékin a prêté au pays du continent plus de 153 milliards d'euros. Une créance très variable d'un État à un autre. Et parfois, les emprunts sont remboursés en nature, c'est-à-dire en pétrole ou en cobalt. Au fil du temps, cette dépendance crée un sentiment de méfiance envers Pékin. Dès 2018, on voit apparaître des manifestations contre la présence chinoise, comme ici, en Zambie. Pour certains, c'est la dimension politique de la relation qui pose problème, et notamment l'alignement de nombreux pays africains sur la position de la Chine à l'ONU. Pour d'autres, c'est la corruption et le droit du travail qui sont pointés du doigt. Quoi qu'il en soit, les niveaux d'investissement chinois sont en chute libre en Afrique, tout comme les montants des prêts. Officiellement, c'est une fois de plus à cause de la pandémie, mais cette baisse a commencé en 2018, soit bien avant l'arrivée du Covid-19. Après 5 mois de suspension, les négociations sur le nucléaire iranien ont repris. Étaient présentes les délégations de l'Union européenne, de l'Iran et de la Russie. Cette réunion s'est tenue sans les États-Unis puisque Téhéran refuse de négocier directement avec Washington. Julien Gall et Bilal Tarabeh. Les différentes délégations arrivent au Palais Cobourg de Vienne où après 5 mois de pause, les négociations sur le nucléaire iranien reprennent. Depuis mai dernier, le fossé s'est creusé entre les Iraniens et les Occidentaux. Pourtant, l'Iran a bon espoir de parvenir à des pourparlers fructueux. La délégation de la République islamique d'Iran a la ferme détermination de parvenir à un accord. Notre gouvernement a montré sa volonté et son sérieux en envoyant une équipe de qualité connue de tous. Si l'autre côté montre la même volonté, nous serons sur la bonne voie pour parvenir à un accord. Les États-Unis sont toujours présents dans la négociation, mais de manière indirecte. L'envoyé spécial américain Rob Malley accuse l'Iran de faire traîner les pourparlers pour avancer sur son programme nucléaire. Vous savez, l'Iran poursuit toujours ses efforts pour développer son programme nucléaire. Et je pense que sa stratégie est assez claire et malvenue. Le pays cherche à avoir plus de levier dans les négociations et obtenir des concessions qu'il n'avait pas dans l'accord de Vienne. En 2018, Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire et rétablit les sanctions contre l'Iran. Joe Biden, lui, veut réintégrer le pays dans les accords, à condition que l'Iran renoue avec ses engagements. Car entre-temps, en réponse au retour des sanctions, l'Iran a enrichi son uranium au-delà des limites imposées par l'accord, et l'élection en juin de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi à la tête du pays accentue cette ligne dure. Téhéran réclame la levée globale de toutes les sanctions américaines et européennes imposées à l'Iran depuis 2017, y compris celles qui ne sont pas liées au programme nucléaire, comme son implication dans les conflits régionaux ou son programme balistique. En cas d'échec de ces pourparlers, l'hypothèse de la signature d'un accord temporaire est évoquée, c'est-à-dire le gel des activités les plus sensibles de l'Iran contre une levée limitée des sanctions. L'objectif serait de gagner du temps, car Téhéran est aujourd'hui plus proche qu'auparavant de pouvoir fabriquer une bombe nucléaire. Aux États-Unis, l'ouverture du procès de Ghislaine Maxwell ce lundi. Elle encourt la prison à vie pour avoir, durant des années, préparé de jeunes filles pour son ex-compagnon Jeffrey Epstein. Le milliardaire qui était accusé de nombreux crimes sexuels s'est suicidé en prison il y a 2 ans. Le point avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin.
Cette première journée de procès vient de se terminer ici au tribunal de Manhattan. Les deux parties se sont déjà exprimées devant la juge sur le rôle de Ghislaine Maxwell dans le viol de 4 jeunes filles par Jeffrey Epstein. Pour les parties civiles, il est clair, Ghislaine Maxwell savait ce qu'elle faisait. C'est une manipulatrice, le cerveau d'un stratagème bien rodé. Ghislaine Maxwell qui ciblait et rabattait des jeunes filles avant de les livrer aux prédateurs sexuels. Une avocate a même rappelé le cas d'une victime de 14 ans que Ghislaine Maxwell aurait repéré sur un parking avant de l'emmener dans la propriété du milliardaire américain. Ghislaine Maxwell qui aurait ensuite assisté en personne à l'agression sexuelle. Du côté de la défense, c'est Ghislaine Maxwell la victime. Elle serait le bouc émissaire dans un procès où le présumé coupable est absent, Jeffrey Epstein, qui s'est donné la mort dans sa cellule de prison en 2019. Aujourd'hui, Ghislaine Maxwell est apparue habillée en blanc, couleur de l'innocence. Elle plaidera non coupable. La question demeure si elle s'exprimera ou non pendant ces 6 semaines de procès. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.